Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Bonsoir à toutes et tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette webconférence de Secret Planet, la dernière de l'année. Je suis Jérôme Cotry, en charge de la Chine et de l'Inde non himalayenne et de l'Asie du Sud-Est pour Tamera, qui est donc une marque de Secret Planet qui est dédiée aux voyages d'aventure, trek et randonnée. Cette conférence est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube, où vous retrouverez également toutes nos anciennes conférences, et un replay de celle-ci vous sera envoyé, ou sera envoyé aussi à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Bienvenue donc à cette webconférence dont le thème ce soir est les voyages en Chine et au Tibet sans visa, du fait de cette grande nouvelle qu'on a appris fin novembre, de l'exemption de visa jusqu'à 30 jours de séjour sur place pour tous les voyages en Chine et au Tibet. Donc on a bousculé un petit peu notre planning pour faire cette conférence en décembre, sachant que c'est depuis le 1er décembre 2024 que cette situation est possible de voyager en Chine et au Tibet sans visa. On a fait une newsletter d'ailleurs à ce sujet le 5 décembre. Donc je vais d'abord vous faire une présentation un peu générale de tous nos voyages au Tibet et en Chine sans visa. Et ensuite, il y aura la partie questions-réponses. La prochaine webconférence aura lieu fin janvier, début février. La date exacte n'est pas encore précisée. Et ce sera sur le Pérou, en fait, présenté par David. David, qui est d'ailleurs en charge des régions himalayennes, donc du Tibet, et qui n'est pas présent ce soir, mais donc je vais présenter l'ensemble des régions Chine et Tibet pour vous ce soir. Alors on va partir tout de suite, en commencer en fait par parler de cette exemption de visa, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce que jusqu'à présent, c'était 15 jours de séjour sur place qui étaient autorisés. Et donc, désormais, on est passé à 30 jours. Donc, la Chine, bon, pour vous la resituer, hein, cet empire du milieu, ce vaste pays donc, qui est entre l'Asie centrale, le monde indien et le monde de l'Asie du Sud-Est. Et voici un petit peu les grands blocs. Alors, c'est pas du tout, c'est purement schématique, hein, avec le monde tibétain, donc, qui est dans les régions qui sont vers l'Himalaya, et puis sur les vastes plateaux. La route de la soie, les routes de la soie, qui sont cet axe qui va en fait vers l'Asie centrale. La Chine de l'Est, donc, qui est en fait plus large que ce qui est présenté là. Et puis la Chine du Sud, qui est toutes ces régions du Yunnan, Sichuan, Guizhou, Guangxi, toutes les régions frontalières de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. Alors cette exemption de visa, donc maintenant elle est passée à 30 jours. Et c'est quelque chose qui est valable en fait pour 24 pays européens, dont la France et puis aussi nos voisins suisses, belges et luxembourgeois. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'était quelque chose qui bloquait souvent les voyageurs, c'est des démarches assez longues, compliquées. On peut le faire qu'à quelques endroits précis. Il fallait déposer aussi des empreintes. Alors c'est quelque chose qu'ils ont supprimé pendant quelques temps, mais bon, c'était quand même assez contraignant et assez cher. Et donc, le fait de ne pas avoir besoin de visa jusqu'à 30 jours de séjour sur place, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est valable jusqu'au 31 décembre 2025. Et on espère que ça sera prolongé en 2026. On a classé les différents voyages un petit peu par thématique, comme on l'avait fait sur la newsletter du 5 décembre. Donc, il y a d'abord les voyages qui utilisent le train, parce que le train en Chine a fait d'énormes progrès. Il y a beaucoup de TGV chinois maintenant, et voyager avec le train permet de pouvoir couvrir des grands espaces et de pouvoir éviter de prendre l'avion dans beaucoup de nos voyages. Donc, on a 4 voyages principaux qui utilisent le train, à travers la Chine de l'Est, de Pékin vers Shanghai et de Pékin vers Hong Kong. Et puis, donc, quelque chose de nouveau qu'on a mis en place sur la route de la soie, de Pékin vers Kashgar. Et il y a également le train qui va vers Lhasa, donc vers le toit du monde, où on fait après une boucle de Lamdo vers l'Everest. Donc, de Pékin vers Shanghai, en fait, c'est une version courte du voyage qui va jusqu'à Hong Kong qu'on avait mis en place pour cette question justement d'exemption de visa, pour que les gens qui voyageaient en 17 jours puissent ne pas avoir besoin de visa pour 15 jours sur place.
Et c'est donc une version plus courte de ce voyage qui est en fait normalement le voyage qui continue jusqu'à Hong Kong. Donc dans ce voyage de Pékin, donc on va d'abord sur la région de Datong, Pingyao, donc au début un petit peu sur la route de la soie, du côté de Xi'an, Tianshui, Maïjishan. Et après on va du côté de Luoyang où il y a des, des grottes bouddhiques. Et puis ensuite Shaolin avec son monastère célèbre. Et ensuite du côté de Suzhou, Hangzhou, donc les petites Venises chinoises avec leurs canaux. Et enfin Shanghai. Là, c'est donc une photo de l'armée enterrée des soldats de terre cuite du côté de Xi'an. Il a une photo d'une statue de Bouddha dans une grotte bouddhique. C'est du côté de Datong. Donc le voyage plus long, la version longue, c'est donc cette continuation vers Hong Kong. Donc là, c'est en 23 jours. De Shanghai, on continue ensuite plus au sud. Donc là, on a une photo du côté de Suzhou, sur les canaux. Et on continue du côté de Xiamen, où on voit les forteresses Aka. C'est l'espèce de grande forteresse ronde où habitent de nombreuses familles. En fait, c'est quasiment presque un village qui est un village fortifié. Et c'est quelque chose d'assez typique de cette région du Fujian, dont Xiamen est la capitale. Et puis, on descend aussi plus au sud, jusque vers Canton, et également la région de Guilin et Yangshuo, où on fait des randonnées, un peu de vélo et la navigation au milieu des pics karstiques. Le train sur la route de la soie, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on a remis sur pied, parce qu'autrefois, donc, on était connu pour nos grandes caravanes. On faisait la traversée de Pékin jusque vers Damas, et en commençant la première étape à travers toute la Chine et l'Asie centrale chinoise. Donc là, on a remis sur pied un voyage donc en 16 jours, mais avec des extensions où on utilise le train donc, pour faire le moyen de transport principal et ensuite on découvre différents lieux sur la route de la soie, que ce soit du côté de Dunhuang avec ses grottes bouddhiques. Jiayuan, c'est là où il y a la grande forteresse qui est le point final de la Grande Muraille, le point le plus occidental. Et puis ensuite, tout ce qui est du Xinjiang, du côté de Kashgar. Donc là, c'est la mosquée à Kashgar, enfin, c'est le mausolée de Hoxha, donc à Kashgar. Il y a aussi la mosquée. Et puis Turfan, avec son minaret. Il y a aussi ses grottes bouddhiques. Donc ça permet de pouvoir renouer un petit peu avec tous ces lieux et puis rencontrer les différents peuples, bon, les Ouïghours qui sont bien sûr le peuple principal, mais il y a aussi des Tadjiks et des Kirghizes qu'on rencontre dans les régions plus frontalières. Le train pour aller vers Lhasa, en fait, on le prend depuis Xining, mais on peut aussi bien sûr le prendre depuis Pékin. De Xining, donc ça permet de traverser tous ces hauts plateaux. Et ensuite, après, on rejoint de Lhasa, on fait toute une boucle pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest, en passant par les différents monastères et les plateaux. Donc ça, c'est une photo des hauts plateaux où on peut apercevoir, alors pas forcément du train, hein, c'est une photo plus quand même pour faire un peu imaginer un petit peu, mais on peut voir quand même des animaux. Il y a des troupeaux d'ânes sauvages, des troupeaux de gazelles tibétaines. Ce sont vraiment les hauts plateaux. Là, c'est du côté du lac Yamdrok, donc c'est ce lac qu'on passe autour pour aller du côté de Gyantsé. Et ensuite, donc là, on a vu la thématique des voyages avec des trains. Il y a aussi une thématique importante chez nous qui sont les voyages avec des fêtes. Et donc, il y en a aussi bien au Tibet qu'en Chine du Sud essentiellement. Donc au Tibet, ça va être le Losar, donc, qui a lieu en février, et puis les fêtes qui ont lieu en juillet au Tibet oriental. Et puis en Chine, c'est beaucoup au Guizhou, avec le voyage des 12 fêtes, qui a lieu donc au Guizhou, de même que le mois suivant, les fêtes et marchés au Guizhou. Et le Festival des Torches, qui est quelque chose qui a lieu au Sichuan, à la frontière avec le Yunnan. Alors, les 12 fêtes, en fait, on a regroupé, donc c'est autour du Nouvel An chinois, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un certain nombre de fêtes que l'on peut découvrir un peu à droite à gauche. Et le programme change un petit peu chaque année en fonction un petit peu des possibilités. Par exemple, ceux qui y sont allés en février de cette année de 2024 ont pu voir une fête qui a lieu tous les 12 ans, qui n'était pas du tout prévue au programme et qui a été rajoutée pour pouvoir bien en profiter. Et certaines fêtes sont un petit peu incontournables, comme cette fête chez les Miawa Longhorn. Elle fait toujours partie de tous les départs.
Certaines fêtes donc, sont un peu fixes et d'autres changent chaque année en fonction des possibilités. Donc là, c'est une fête du coup les Miao du côté du Guizhou oriental. Le Losar, donc le Losar, c'est dans les régions tibétaines du Kham que l'on voit, le Monlam Chenmo et le Losar. Donc là, sur la carte, vous voyez en fait différents lieux, mais ça se passe essentiellement du côté de Tongren, qui s'appelle aussi Repkong en tibétain, du côté de Labrang, et on descend également du côté de Aba, en passant par la boucle du fleuve Jaune, là, qui est près de Langmousse, et on termine le voyage du côté de Chengdu. Mais l'essentiel des festivités se font du côté de Labrang et Tongren, donc Repkong en tibétain. Donc on est en hiver, donc il peut y avoir un petit peu de neige à ce moment-là, c'est possible. Et donc c'est vraiment l'immersion dans les fêtes tibétaines. Pour ces fêtes du deuxième mois lunaire, donc il y a pas 12 fêtes comme le mois précédent, il n'y en a que 3, mais 3 fêtes vraiment intéressantes. Et donc il a son fixe, hein, ce sont les mêmes chaque année, et aussi un certain nombre de marchés. Et c'est un voyage qu'aime particulièrement Marie-Paul Rébaud, qui l'a accompagné plusieurs fois. On reviendra un petit peu sur elle après, qui l'accompagne de certains de nos voyages. Voilà donc les photos d'une de ces fêtes, la fête du roi de bambou, et une autre fête du côté de Nankai chez les Miao. Dans le Tibet oriental, c'est donc au mois de juillet qu'on a ces festivités. Donc c'est les festivités du Lorol qui ont lieu du côté de Repkong, mais il y a aussi des festivités d'un monastère du côté de Labrang et également du côté de Sunroi. Donc on est en immersion sur une zone qui est vraiment dans la partie nord de l'Amdo. Et donc la fête de l'Ourol, c'est une fête qui est dédiée aux fêtes aux chamans de cette région. Donc ce sont ceux qui ont les espèces de chapeaux sur la tête. Et c'est quelque chose d'assez unique. Puis on découvre aussi les hauts plateaux et selon les conditions, on peut aussi découvrir un festival cavalier parce qu'il y en a régulièrement à cette période. Mais les dates ne sont pas toujours connues à l'avance. Une autre fête qui a lieu à cette période de juillet, c'est le Festival des Torches. Et là, on est dans les grandes montagnes froides. C'est une région qui est au sud du Sichuan, qui est contournée par le Yangtze, avant qu'il aille s'étaler dans les grandes plaines du Sichuan et plus vers l'est. Et donc, c'est frontalier avec le Yunnan, qui est plus au sud. Et donc, dans cette région habite le peuple Yi, qui est en fait très important, parce qu'ils sont quand même 2 millions à habiter dans ces régions avec de nombreux villages, des costumes différents d'une région à l'autre. Et donc là, c'est au moment de cette fête, chez les Yi, on voit ça du côté de Xichang, Butuo, et puis Puge également. Et il y a des costumes différents vraiment d'une vallée à l'autre. Les voyages avec des randonnées, alors c'est surtout bien sûr du côté du Tibet, avec des treks que l'on fait à partir de Manigongo jusque du côté de Dzongsar, donc dans les montagnes du Kham. Et puis bah aussi au Guizhou, on fait aussi également des randonnées. Et au Yunnan, où on en faisait beaucoup avant, on en fait moins maintenant, mais toujours du côté du Kawakarpo, qui est une montagne sacrée tibétaine qui est sur le sol du Yunnan, mais près de la frontière avec le Tibet. Voilà, donc ça c'est l'itinéraire du programme avec cette randonnée dans le Kham que l'on fait depuis le lac Yilun Latso, qui est près de Madigango, pour aller jusqu'à Dzongsar, dans le cadre d'une boucle un peu plus importante, où on découvre aussi des monastères tibétains. Donc ça permet de découvrir des paysages de montagne, des paysages de haut plateau, donc avec cette belle randonnée. Et puis aussi donc, ces monastères, certains monastères qui sont vraiment très importants, certains qui ont été fermés, qui ont réouvert. Il y en a un qui accueille jusqu'à 10 000 moines. Et donc, il y a parfois des moments où on peut pas y aller, des moments où on peut y aller. Il faut suivre un petit peu l'évolution, mais David pourra vous expliquer tout ça. Dans le Guizhou, on avait un itinéraire un petit peu plus long qui allait du côté aussi du Guizhou occidental. Et on avait du coup raccourci en 16 jours pour pouvoir rentrer dans le cadre des 15 jours d'exemption de visa. Et finalement, on va garder ce programme tel qu'il est là parce qu'il est plus ramassé et en faisant des randonnées dans différentes régions, du côté des monts Yuntai,
du côté aussi du Guizhou oriental, donc au sud de Kaili, les Ishan, etc., les rizières de Jabang, et puis dans la région de Rongjiang et Zhongjiang, où on fait quelques petites randonnées là où c'est encore possible, parce que c'est vrai qu'avec le développement de la Chine, il y a plein de choses qui étaient possibles auparavant qui ne sont plus possibles. Donc, c'est plus des petits bouts de randonnée, en fait, que l'on regroupe ensemble sur une zone assez réduite. Et on a rajouté cette région de Dajing parce que c'est un peu sur le chemin du retour pour aller vers Guiyang, pour faire une boucle pas trop longue. Donc, paysage de rizière en terrasse, comme ici du côté de Jiameng. Et puis aussi, donc, avec des villages qui, dans cette région du Guizhou oriental, restent beaucoup avec une architecture de bois. C'est pas tout bétonné comme dans d'autres endroits. Alors, d'autres voyages en Chine du Sud, qui ne sont pas classés parmi les thématiques précédentes. Donc, il y a chez les Yi, on a un voyage qui part donc plus régulièrement à la rencontre de ce peuple. On a aussi dans les régions du sud du Yunnan, dans les marchés qui sont près de la frontière avec le Vietnam, un voyage également. Et puis on a les voyages qui sont accompagnés par Marie-Paul Rebaud, qui est une spécialiste des costumes des peuples montagnards de Chine du Sud. Et elle a ramené jusqu'à maintenant 150 costumes de ces différents voyages. Donc, c'est vraiment une grande spécialiste. Alors, cette immersion chez Léi, c'est un voyage que l'on fait toujours avec un départ qui se fait à la fin de chaque mois. C'est une date fixe à chaque fois parce que il y a un certain nombre de marchés qui ont lieu tous les 10 jours que l'on découvre dans cette région des Grandes Montagnes Froides. Donc, cette région un peu centrale là qu'on voit du côté de Lanba, d'Imo, Meigou, Pogel, toute cette partie centrale. Donc, ce sont des régions de plateaux, de haute vallée et où on rencontre ces I dans les marchés et dans les villages, avec des costumes qui peuvent être très différents d'une vallée à l'autre. Et aussi les hommes avec leurs grandes capes et leurs turbans également. Il y a des chamans qu'on rencontre sur les marchés, deux types de chamans, les sunnis, les bimos. Les sunnis qui sont plus pour soigner et les bimos qui sont plus dans le côté un peu plus spirituel. Et puis, donc, tout au sud du Yunnan, il y a donc ces régions de rizières en terrasse du côté de Yuanyang et Jinping. Et donc, on fait un voyage qui est avec des randonnées dans ces régions, mais avec la découverte de marchés qui sont encore très intéressants, malgré l'évolution de la Chine. Il reste toujours de très beaux costumes sur les marchés. Et ça, c'est pas quelque chose qui a beaucoup changé. Et c'est peu touristique, en fait, parce que ce qui est touristique, c'est surtout la zone de Yuanyang et quelques zones proches. Mais plus au sud, plus vers la frontière du Vietnam, dans les montagnes, il y a des marchés qui sont vraiment très intéressants et où on côtoie un grand nombre de peuples différents au sein d'un même marché. Donc là, sur la gauche, on a une femme Yao, au centre, une Yi, et sur la droite, c'est une femme Larou. Là, donc, d'autres femmes, donc Yao, là, complètement à droite, une Rani au centre, et une Rani aussi sur la gauche. Là, on va parler un petit peu maintenant d'un voyage que on a prévu avec Marie-Paul sur le mois de novembre 2024 et que l'on va certainement reconduire sur 2025. Donc, il est présenté sur le site, hein, donc le programme devrait être un peu dans le même style, sauf qu'on l'avait réduit en 17 jours en 2024 et qu'on va le rallonger sur 3 semaines pour 2025, comme on peut avoir jusqu'à 30 jours de séjour sans visa. Donc, c'est dans une zone, en fait, qui est entre Kunming et puis la frontière vietnamienne. On est vraiment dans la zone qui est du côté le long de la frontière, hein. Et on passe du temps dans cette partie du Yunnan sud-est et du Guangxi complètement ouest, dans cette région-là. C'est une région avec de très beaux costumes aussi, de différents peuples, les Yi, les Yao, qui sont les peuples importants de la région. Et les Yi, il y a plein de costumes différents d'un groupe pays à l'autre. Et avec Marie-Paul, on avait fait aussi des voyages dans d'autres endroits, notamment là, ça c'est au Yunnan, près de la frontière avec la Birmanie, chez les Lissous. Donc il y a d'autres voyages avec des fêtes qu'on peut encore faire, qu'on a déjà fait et qu'on Marie-Paul peut accompagner, notamment chez les îles là, de cette région de Vumulong qu'on voit complètement à gauche.
Et puis au Guizhou, donc avec des miaos au centre et euh, aussi complètement à droite au moment de fête. Alors, les autres voyages au Tibet qui ne figuraient pas dans les thématiques, bah, il y a le mont Kailash avec la traversée des hauts plateaux pour y aller et en revenir. Le Kham, donc une traversée qui est plus en véhicule, un peu comme on a vu sur l'itinéraire avec la randonnée, mais uniquement en véhicule. Et puis l'Everest et le lac Namtso sur les hauts plateaux du Tibet central. Alors Mont Kailash, donc en fait de Lhasa, on fait cette grande traversée pour aller complètement à l'ouest du côté du Mont Kailash, près de la frontière avec le Népal et le Tibet. On fait la randonnée aussi autour du mont Kailash. Et pour revenir, on fait une boucle qui monte plus au nord à travers les hauts plateaux, où là, on peut rencontrer des animaux, comme on a vu sur une photo précédente, là, les troupeaux d'ânes sauvages, de gazelles, etc., de yaks sauvages. On peut en rencontrer plus facilement sur ces hauts plateaux. Voilà le mont Kailash, avec un monastère. Et donc, chaque année, il y a aussi le moment où ils dressent le nouveau mât de prière au mois de mai, et qui donne lieu à une grande fête. Et tous les 12 ans, qui prend une dimension plus particulière, et c'était le cas dernièrement. Et le CAM, donc le parcours qu'on a vu tout à l'heure avec la randonnée entre Manigongo et Dzongsar, finalement, on peut le faire sans la randonnée, uniquement en véhicule. C'est pour ça qu'on l'a appelé en piste pour le CAM. Bien axé sur les monastères, hein, sur les hauts plateaux avec les montagnes Zaralatse. Et sur les plateaux centraux du Tibet, donc on a aussi un programme qui part de Lhasa pour aller jusqu'à du côté de l'Everest, en faisant une boucle, en passant d'abord par la région de Gyantse, donc le lac Yamdrop qu'on avait vu précédemment, pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest, et on revient par un autre chemin qui passe par le lac Namtso, et puis le monastère de Samye pour revenir vers Lhasa. Voilà l'Everest, depuis je crois que c'est le monastère de Rongbuk. Et là, c'est à Gyantse, un monastère à Gyantse. Et puis, dans les voyages que l'on peut faire aussi en Chine, avec cette exemption de visa de 30 jours, bah, il y a les traversées frontalières. Les traversées frontalières, donc il y en a une qui existe déjà sur notre site depuis pas mal de temps, qui est cette traversée depuis les montagnes du Nord-Vietnam jusqu'au sud du Yunnan. Et puis, donc, on va remettre sur pied un voyage d'Islamabad à Kashgar, que mon collègue Damien proposait autrefois et qu'on va du coup remettre sur pied. Et puis, une reconnaissance que je prévois de faire prochainement, sur le printemps 2025, plutôt sur le mois de mai, qui est aux confins du Guangxi occidental et du Yunnan, depuis Cao Bang au Vietnam. La frontière est ouverte depuis un an et demi. C'est donc une occasion vraiment intéressante d'arriver directement des régions très intéressantes du sud de la Chine, qu'on a déjà vu tout à l'heure un petit peu avec le voyage de Marie-Paul, qui passe aussi dans cette région là du Yunnan oriental et du Guangxi occidental. Voilà, bon, le sentier peuple des montagnes du Nord-Vietnam et Sud-Yunnan. Donc, la première partie, c'est donc au Vietnam avec des randonnées, participation à des grands marchés. Et ensuite, on traverse la frontière du côté de Laokai pour aller vers cette région de Jinping-Huanyang, où on a vu donc tout à l'heure des photos donc de ces femmes sur les marchés et de ces résidents en terrasse. Donc ça permet de combiner ensemble cette partie de village et de randonnée au Nord-Vietnam avec cette partie du sud du Yunnan, et on termine le voyage ensuite du côté de Kunming. Voilà. Parmi ces peuples sur les marchés, donc les Yi, ils sont très nombreux dans ces montagnes, les Yi et puis aussi les Hani. Alors ça, c'est le voyage en fait que je vous présentais, notre le voyage reconnaissance que je vais accompagner. Donc on voit Kaobang, pardon, parler trop vite. On voit donc Kaobang ici, et de Kaobang, donc une frontière est maintenant ouverte pour arriver directement dans cette région dont je parlais tout à l'heure, du Guangxi occidental, où il y a très très peu touristique et avec de nombreux peuples intéressants, et ensuite du Yunnan oriental. Donc on commence par là, on va terminer ensuite du côté de
au sud de Guizhou, donc là, en fait, du côté du Hanyang et Jinping. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. C'est soit euh, partir vers Kunming, soit revenir au Vietnam par la Hokkai, soit continuer en extension du côté du Laos, via Jingong et avec un petit bout aussi en train. Et parmi les peuples que l'on rencontre, bah, il y a ces fameux Lolo noirs du Nord-Vietnam, qui sont environ 3 à 4 000, mais qui sont beaucoup plus nombreux du côté chinois, parce que les Yi du côté chinois, c'est quand même maintenant une dizaine de millions de personnes, et avec 36, environ 36 sous-groupes différents, avec des costumes différents, dont ces Yi noirs, ces Lolo noirs, et puis les Yao également de cette région. Alors d'Islamabad à Kashgar, donc c'est cet itinéraire que l'on avait avant. Donc il fera en grosso modo 3 semaines parce qu'il y a toute cette remontée le long de la Karakoram Highway, la traversée de toute cette région euh, du côté de Gilgit, Baltit, etc., d'Aounza, donc jusqu'au col. Et ensuite, de l'autre côté, on découvre la région de Tashkorgan. Donc on voit un petit bout de photo là avec les forteresses. Et on est aussi dans cette région du Mustagata, avec le lac Karakoul. Et on termine ensuite sur Kashgar. Et pour revenir, on prend le train pour aller jusqu'à Urumqi, pour prendre l'avion pour rentrer. On profite du fait qu'il y ait le train aussi. Et à propos du Mustagata, ben, en fait, un petit mot quand même pour parler de cette ascension que l'on fait du Mustagata. Parmi c'est tout ce qui est développé en fait par Expedition Unlimited. On a un certain nombre d'ascensions, dont celle de ce Mustagata, qui est donc un sommet à 7008. Et là, on voit une photo d'une expédition qui avait été faite avec une équipe qui a récolté les détritus qui étaient donc au camp de base. Alors, on a aussi plein d'autres ascensions dans les régions tibétaines, du côté du Shoyu, Shishapangma, et puis bien sûr l'Everest côté tibétain. Et je voulais terminer quand même sur un petit mot sur les voyages sur mesure, parce que vous imaginez qu'avec ces grands espaces, on peut mettre en place un certain nombre d'autres voyages, que ce soit donc mon collègue David qui s'occupe des régions tibétaines ou moi. Des voyages, donc si vous avez des idées, des envies, des choses que l'on ne propose pas forcément ou en partie, il ne faut pas hésiter à nous consulter. Et un petit mot aussi, c'est qu'il y a une conférence qui avait été faite par David il y a un an, le 6 décembre 2023. On vous a mis le lien là pour pouvoir y accéder. Et puis également une conférence avec Marie-Paul Rébaud sur la Chine du Sud, où elle présentait toute son expertise sur les costumes des peuples, donc avec beaucoup de photos des différents peuples du sud de la Chine, de leurs costumes. N'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez des questions sur aussi bien la Chine, le Tibet ou l'Asie centrale chinoise. Et on répondra donc avec mes collègues à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous, un joyeux Noël, une bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine donc avec le Pérou en fête présenté par David qui se fera fin janvier, début février. La date vous sera précisée. Merci à tous. Bonne soirée.